La gaieté forcée du restaurant commençait à me faire grincer des dents. C'était mon 42e anniversaire, et ma famille m'invitait à dîner. M'inviter était un bien grand mot, bien sûr. Je savais que lorsque l'addition arriverait, ma mère ferait tout un cinéma en cherchant son sac à main. Mon père serait soudain fasciné par une tache au plafond, et mon frère Léo annoncerait qu'il avait oublié son portefeuille. Et moi, Emma. Le roc toujours fiable, toujours responsable de la famille. Je soupirerais et sortirais ma carte, comme je le faisais toujours. C'était une pièce bien rodée, et nous connaissions tous nos rôles. Mon mari, Marc, assis à côté de moi, me serra la main sous la table. Son pouce traçait de petits cercles rassurants sur ma peau. Il était le seul à voir la comédie pour ce qu'elle était. Il appelait ça la « taxe Emma », le prix d'entrée pour avoir ma famille dans ma vie. La taxe n'avait cessé d'augmenter au fil des ans. Ma fille, Lily, qui avait 15 ans et possédait une perspicacité déconcertante, était assise en face de moi. Elle était restée silencieuse toute la soirée, ses yeux passant de ses grands-parents à son oncle, une petite ride de froncement gravée entre ses sourcils. Maman insista pour une photo de famille, tendant son téléphone à un serveur qui passait. Nous nous sommes tous blottis les uns contre les autres, des sourires peints sur nos visages. Alors que nous nous serrions, Lily pencha la tête près de la mienne, ses cheveux chatouillant ma joue. Sa voix était un murmure fantomatique, perdu dans le bruit du restaurant. « Ne réagis pas maintenant, maman », souffla-t-elle, ses lèvres bougeant à peine. « Juste, quand tu auras l'occasion, regarde le téléphone de mamie. Elle l'a laissé sur le comptoir quand elle est allée aux toilettes. » Je ressentis une secousse, une pointe froide d'adrénaline qui trancha net l'atmosphère écœurante. Je gardais mon sourire plaqué sur mon visage pour le flash de l'appareil photo, mais mon esprit tournait à plein régime. Regarder son téléphone? Pourquoi? Lily se recula, son expression soigneusement neutre. Mais ses yeux, lorsqu'ils croisèrent les miens une fraction de seconde, étaient grands et sérieux. Je hochai la tête de manière presque imperceptible. Ma mère revint à table, complètement inconsciente, et ramassa son téléphone sur le passe-plat où elle l'avait laissé. Mais il était trop latte. La graine avait été plantée. Je ne savais pas ce que Lily avait vu, mais je connaissais ma fille. Elle n'était pas du genre à faire des histoires, pour qu'elle dise quelque chose d'aussi énigmatique, d'aussi urgent. Quelque chose n'allait vraiment, vraiment pas. Ce murmure, cette toute petite phrase, fut la petite pierre qui a déclenché une avalanche. Ce fut le moment où le rideau s'est enfin déchiré, révélant la scène pourrie et délabrée que j'avais appelée ma famille pendant plus de 40 ans. C'était le début de la fin. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner, je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. Pour comprendre le frisson qui me parcourut l'échine dans ce restaurant, il faut comprendre l'écosystème financier de ma famille. Ce n'était pas vraiment un écosystème, c'était une relation de type parasite-hôte, et j'avais été l'hôte désigné depuis 2 décennies. Ça a commencé modestement. Comme toujours dans ces cas-là, j'avais 22 ans, fraîchement sortie de l'université avec mon premier vrai travail et un salaire régulier. Mon frère, Léo, de 3 ans mon cadet, était l'artiste, le rêveur, celui qui ne pouvait pas se soucier de choses futiles comme les budgets ou les responsabilités. Sa voiture est tombée en panne et il avait besoin de 500 $ pour une nouvelle transmission. « Tu es si doué avec l'argent, M », avait roucoulé ma mère au téléphone. Il te remboursera dès que son grand projet aboutira. J'étais flattée. J'étais la responsable, celle sur qui il pouvait compter. J'ai viré l'argent sans réfléchir. Le grand projet ne s'est jamais matérialisé. Et les 500 $ n'ont jamais été mentionnés à nouveau. 1 an plus tard, Léo a décidé que le train-train quotidien écrasait son âme. Il devait s'inscrire à un cours de photographie spécial, très cher, pour trouver sa véritable vocation. Mes parents ont cosigné un prêt, mais mon père a eu une petite alerte de santé, une crise d'hypertension opportune qui exigeait du repos et un environnement sans stress. Le stress, apparemment, c'était le remboursement du prêt. « Nous sommes si inquiets pour ton père », disait maman, la voix tremblante. « Pourrais-tu juste aider avec les paiements pendant quelques mois, juste jusqu'à ce qu'il soit de nouveau sur pied. » Quelques mois se sont transformés en toute la durée du prêt. J'ai payé pour la quête de l'âme artistique de Léo, chaque centime. J'étais la bienfaitrice silencieuse et non reconnue de la famille. La « banque d'Emma », comme Marc l'a surnommée plus tard,
était officiellement ouverte, bien que j'aie été la seule à faire des dépôts. C'est devenu une habitude, un accord tacite. Mes réussites n'étaient pas les miennes. Elles étaient une ressource commune. Quand j'ai eu une promotion, cela signifiait que je pouvais aider mes parents avec leur toit soudainement percé. Quand j'ai reçu une prime, c'était le moment idéal pour couvrir la caution de Léo pour un nouvel appartement, après qu'il se soit fait expulser du précédent pour, comme il l'a dit, des divergences créatives avec le propriétaire. Chaque fois, je ressentais un pincement familier de ressentiment, une pilule amère et silencieuse que j'avalais en me justifiant que c'est ce que fait la famille. On aide, on soutient, on est là. Ils étaient experts pour formuler leurs demandes dans le langage de l'amour et de la crise, rendant impossible de dire non sans paraître égoïste et froide. Tu es la seule vers qui nous pouvons nous tourner, Emma. Tu as toujours été la forte. La force, commençai-je à apprendre, n'était qu'un joli mot pour celle que nous pouvons exploiter sans culpabilité. C'était une maladie silencieuse et insidieuse dans notre dynamique. Et ce soir-là, au restaurant, le murmure de Lily me parut être le premier symptôme d'une maladie qui était sur le point de devenir horriblement et publiquement visible. Mon mari, Mark, a été la première personne à mettre un nom sur le malaise que je ressentais depuis des années. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 28 ans, et pendant la première année de notre relation, j'ai réussi à le protéger de toute l'étendue du dysfonctionnement de ma famille. Il entendait les appels téléphoniques, bien sûr. Il me voyait, pâle et stressé, transférer 1 000 $ de plus pour couvrir l'une des urgences imprévisibles de Léo. Au début, il était compréhensif. « Ta famille semble avoir beaucoup de malchance », disait-il en me frottant le dos. Mais Mark est ingénieur. C'est un homme qui croit aux données, au schéma, à la cause et à l'effet. Et après un certain temps, il a commencé à voir le schéma. « Ce n'est pas de la malchance, Emma », a-t-il dit un soir, après que je venais de raccrocher un appel larmoyant avec ma mère au sujet de leurs impôts fonciers étonnamment élevés. « C'est un système, et tu es la source d'énergie de ce système. » J'étais sur la défensive au début. C'est ma famille, Mark. Je dois les aider. Il n'a pas discuté. Il a juste hoché la tête et dit « Je sais, mais un système qui ne fonctionne que dans un sens n'est pas une famille. C'est un pipeline. » La métaphore m'est restée. Un pipeline. J'étais la source, et ils étaient la destination. Mon travail acharné, mes économies, ma sécurité future, tout était acheminé directement dans leur vie pour colmater des brèches qu'ils avaient eux-mêmes créées. La dynamique de l'enfant en or était la partie la plus exaspérante. Léo, mon frère charmant et irresponsable, était un être céleste aux yeux de mes parents. Ses échecs n'étaient jamais de sa faute. Il perdait un emploi parce que son patron n'appréciait pas son génie. Il accidentait sa voiture parce que le soleil était dans ses yeux. Il était perpétuellement sur le point de percer. Un état de potentiel suspendu qui nécessitait des injections financières constantes de ma part. Mes accomplissements, en revanche, étaient traités comme une ressource attendue. Quand Mark et moi avons acheté notre première maison, une modeste maison de départ pour laquelle nous avions méticuleusement économisé, la réaction de mes parents n'a pas été de la fierté. C'était une évaluation. « Oh, c'est adorable, ma chérie », avait dit ma mère, en passant la main sur le comptoir en granit. « Avec tout cet espace, vous aurez beaucoup de place pour que nous restions si jamais nous en avons besoin. » Ce n'était pas une question. C'était une affirmation d'accès présumé. Mon père hocha la tête, ajoutant « C'est bien que tu réussisses si bien, Emma. La famille doit être là les uns pour les autres. » L'ironie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer. Ils voyaient mon succès non pas comme le résultat de mon éthique de travail ou de mes sacrifices, mais comme une ressource à laquelle ils avaient droit. Léo était le cœur de la famille, son âme délicate et créative. J'étais son portefeuille. C'était un rôle que j'avais accepté pendant si longtemps que j'avais oublié que j'avais le choix. La présence de Mark dans ma vie fut comme un antidote à action lente, renforçant progressivement mon immunité à leur poison. Il ne me disait jamais quoi faire, mais il me tendait un miroir, et dedans, je commençais à voir la vérité du reflet. Je n'étais pas la forte, j'étais l'exploitée. Le dîner de l'enfer prit enfin fin. Après que j'eus payé l'addition, un fait que ma mère salua d'un désinvolte. « Oh, merci, ma chérie, on paiera la prochaine fois », sachant pertinemment qu'il n'y aurait jamais de « prochaine fois » payé par eux.
Nous nous sommes tenus sur le trottoir pour les adieux interminables et maladroits. Ma mère, Carole, me serra dans une étreinte qui ressemblait plus à une évaluation, ses mains tapotant mon dos un peu trop fermement. « C'était si agréable de fêter ça avec toi, ma puce, » dit-elle, sa voix dégoulinant d'une chaleur fabriquée. Je sentais les yeux de Lily sur moi. Je me contentais de sourire et de hocher la tête, une parfaite poupée de porcelaine de fille. Alors qu'ils s'entassaient finalement dans leur voiture, avec Léo au volant d'une voiture dont je soupçonnais avoir payé au moins 3 mensualités, mon père fit un dernier signe de la main. « Ne te fais pas rare, Emma, nous avons des choses importantes à te dire bientôt !» cria-t-il. Un nœud froid se forma dans mon estomac. Des choses importantes, c'était leur code. C'était le préambule à la demande, le lancement en douceur de leur prochaine crise financière. Sur le chemin du retour, le silence dans notre voiture était lourd. Marc conduisait, les jointures de ses doigts blanches sur le volant. Lily était à l'arrière, faisant semblant de regarder son téléphone, mais je savais qu'elle écoutait. « Alors » dit finalement Marc, sa voix soigneusement neutre. « C'était quoi cette histoire avec Lily ?» Je pris une profonde inspiration, l'air vicié du restaurant s'accrochant encore à moi. « Elle m'a dit de regarder le téléphone de mamie, » dis-je, les mots semblant étranges et dangereux dans la voiture silencieuse. Elle a dit qu'elle l'avait laissé sur le comptoir quand elle est allée aux toilettes. Marc me jeta un coup d'œil, son expression se durcissant d'inquiétude. « Et tu l'as fait ? » ?»« Non, elle est revenue le chercher avant que je puisse, » admis-je. « Mais papa a dit qu'ils avaient quelque chose d'important à me dire bientôt. Tout est lié, je le sens. » Lily intervint depuis la banquette arrière, sa voix claire et posée. « J'ai vu une notification de discussion de groupe apparaître sur l'écran, » dit-elle. Je n'ai vu que le titre. C'était « Le projet Emma ». Le projet Emma. Les mots flottaient dans l'air, clinique et prédateur. Cela ressemblait à une proposition commerciale. Cela ressemblait au nom que l'on donnerait à une prise de contrôle hostile. Ma propre famille avait un projet, et j'en étais le sujet. Soudain, toutes les petites pièces s'emboîtèrent. La gentillesse forcée au dîner, les avertissements vagues de mon père, l'étreinte calculatrice de ma mère. Ce n'était pas juste une autre demande de quelques milliers de dollars. C'était quelque chose de plus grand. Quelque chose qu'il planifiait, coordonnait, un complot. Un projet, répéta Marc, sa voix dangereusement basse. Il me regarda, ses yeux pleins d'une sombre compréhension qui reflétait la mienne. Emma, ça, c'est un autre niveau. Il avait raison. Pendant des années, leur manipulation avait été opportuniste, réactive. Un problème survenait, et ils se tournaient vers moi. Mais cela semblait différent. Cela semblait prémédité. Ils ne profitaient pas seulement d'une situation. Ils en créaient une. Le trajet du retour ressemblait à une descente. Je quittais le monde faussement éclairé de notre dîner de famille pour plonger dans un territoire sombre et inconnu. Je n'étais plus seulement la banque de la famille. J'étais un projet, une cible, et je n'avais aucune idée de ce qu'ils avaient prévu pour moi. En rentrant à la maison, la première chose que j'ai faite a été de trouver Lily. Elle était dans sa chambre, assise sur son lit avec son ordinateur portable, mais elle l'a fermé dès que je suis entrée. Elle avait ce regard sur son visage, celui qui était une copie exacte de celui de son père, un mélange d'inquiétude et de résolution. Je me suis assise à côté d'elle, le matelas s'affaissant sous mon poids. « D'accord, » dis-je doucement. « Raconte-moi tout ce que tu as vu. N'oublie rien. » Lily prit une inspiration. « Ce n'était pas grand-chose, » dit-elle. Mamie a posé son téléphone face vers le haut sur le passe-plat, juste à côté de notre table. Un message est arrivé et l'écran s'est allumé. C'était une bannière de notification d'une discussion de groupe. J'ai vu le nom, le projet Emma, et j'ai vu qui était dedans, Mamie, Papy et oncle Léo. Et j'ai vu le dernier message. C'était de Léo. Elle fit une pause, et je vis une lueur de colère dans ses yeux. C'était la colère protectrice d'une enfant qui voit son parent se faire du mal. Et c'était 1000 fois plus motivant que n'importe quelle colère que j'avais jamais ressentie pour moi-même. Qu'est-ce qu'il disait? L'ai-je incité? Il disait « phase, une terminée, l'appât est lancé. Elle ne se doute de rien. » Et puis il y avait un emoji qui rit. L'appât est lancé. J'étais l'appât. Mon propre dîner d'anniversaire était la phase 1 d'une sorte d'opération calculée. La cruauté désinvolte de la chose, l'emoji qui rit, m'envoya une vague de nausées.
Il ne se contentait pas de prendre mon argent. Il se moquait de moi. Il se moquait de ma générosité, de l'amour que je pensais leur montrer. Tout cela n'était qu'un jeu. Mark apparut dans l'embrasure de la porte, appuyé contre le cadre. Il avait tout entendu. « D'accord, » dit-il, sa voix calme et posée, l'encre dont j'avais si désespérément besoin. « C'est grave. Mais l'information, c'est le pouvoir. Nous devons savoir ce qu'est ce projet. » Mon esprit était un tourbillon de possibilités, chacune plus écœurante que la précédente. Allait-il essayer de me faire co-signer un prêt hypothécaire? Investir dans l'un des projets commerciaux voués à l'échec de Léo? L'ampleur de leur précédente tromperie semblait presque désuète en comparaison. C'était organisé. « Comment ?» demanda-je, ma voix à peine un murmure. Son téléphone est verrouillé. Je ne peux pas simplement demander à le voir. C'est là que le cerveau d'ingénieur de Mark s'est mis en marche. « Ta mère n'est pas exactement un génie de la technologie, » dit-il en réfléchissant à voix haute. « Son téléphone est-il neuf? Est-ce un iPhone? Le sauvegarde-t-elle sur le cloud? » Les questions fusaient. J'essayais de suivre sa logique. « C'est un iPhone, d'un an ou de peu, être, dis-je. Elle s'en plaint tout le temps. Et oui, je pense. Je l'ai aidé à configurer son compte iCloud il y a des années sur le vieil iPad familial. » Mes yeux s'écarquillèrent en le disant. Le vieil iPad familial. Il traînait dans un tiroir de notre bureau. Une relique d'il y a quelques années que nous laissions maintenant Lily utiliser pour dessiner. Je l'avais configuré pour ma mère quand elle l'avait eu pour la première fois, en le liant à son identifiant Apple, pour qu'elle puisse voir les photos de Lily. Elle l'avait complètement oublié quand mon père lui en avait acheté un nouveau, mais je n'avais jamais déconnecté le compte. Nous nous sommes regardés, Mark, Lily et moi. Une compréhension silencieuse et puissante passa entre nous. Si l'iMessage de ma mère était synchronisé avec son compte iCloud et que ce compte était toujours actif sur le vieil iPad, alors nous n'aurions pas du tout besoin de son téléphone. Nous pourrions avoir une fenêtre directe sur le projet Emma. Nous n'étions plus seulement une cible. Nous étions sur le point de devenir des espions. Le vieil iPad ressemblait à un artefact de la guerre froide lorsque Mark le sortit du tiroir du bureau. Il était argenté, un peu rayé et maculé des empreintes de doigts de Lily. Pendant un instant, je ressentis un pincement de culpabilité. Cela ressemblait à une profonde violation de la vie privée. Mais je me suis souvenu des mots que Lily avait répétés. L'appât est lancé. Elle ne se doute de rien. L'emoji qui rit. Ma culpabilité s'est évaporée, remplacée par une résolution froide et dure. Il ne s'agissait pas de fouiner, il s'agissait d'autopréservation. Mark le brancha, et l'écran s'anima, affichant un symbole de batterie faible. Nous avons attendu, tous les trois blottis autour de l'îlot de cuisine dans un silence tendu pendant que l'appareil se chargeait. C'était comme attendre qu'une bombe soit désamorcée ou armée. Je n'étais pas sûre de laquelle des deux. Après ce qui sembla une éternité, l'écran s'illumina avec la grille familière d'application. Les doigts de Mark volèrent sur l'écran, le front plissé de concentration. Il ouvrit les réglages. « D'accord, bien, » murmura-t-il. « Elle est toujours connectée. » Identifiant Apple. carolrichards@email.com. C'est bien elle. Il navigua vers les paramètres iCloud, et mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Il vérifia les options de synchronisation. Photos, contacts, calendrier. Et là, il y avait le petit interrupteur vert basculé sur « On », message. « Je l'ai », dit Mark, la voix sombre. Il tapa sur l'icône de message verte et blanche. Pendant une seconde, rien ne se passa. L'écran montrait une roue qui tournait pendant qu'il se synchronisait avec le cloud, tirant des années de données d'un serveur à des kilomètres de là. Puis, les messages commencèrent à peupler l'écran. D'anciennes conversations datant de plusieurs années, des vœux d'anniversaire de parents éloignés, des rappels de rendez-vous. Et puis, tout en haut de la liste, se trouvait celui que nous cherchions. Une discussion de groupe avec 3 participants, maman, papa et Léo. Et le nom, là, dans une clarté numérique, écru, le projet Emma. Ma main se porta instinctivement à ma bouche. Le voir de mes propres yeux, et non plus seulement l'entendre de la bouche de Lily, le rendait horriblement réel.
C'était comme trouver le plan de sa propre démolition. Mark tapa sur la discussion. L'écran se remplit d'une rivière de bulles bleues et grises. Des centaines. Cela durait depuis des mois. « D'accord, » dit Mark, en prenant une profonde inspiration et en me regardant. « Tu es sûr de vouloir voir ça? Une fois que tu l'auras lu, tu ne pourras pas l'oublier. » Je regardai Lily, qui me fit un petit signe de tête déterminé. Puis je regardai Mark, mon ancre, mon partenaire dans ce cauchemar. « J'ai besoin de savoir, » dis-je, ma voix tremblante mais ferme. « J'ai besoin de tout savoir. » Mark hocha la tête. Il tourna l'iPad vers moi, et ensemble, nous commençâmes à faire défiler. Nous avons commencé au début, il y a 4 mois, et avons entamé notre descente dans le terrier du lapin. Nous étions sur le point de découvrir toute l'horrible ampleur de la trahison de ma famille. Les premiers messages de la discussion de groupe, le projet Emma, étaient presque banals, une séance de brainstorming de la cupidité. Ça a commencé avec mon père, Robert. La voiture fait encore ce bruit. Le devis de réparation est de 2000. On ne les a tout simplement pas. La réponse de Léo fut instantanée. Demande à Emma. Elle vient de signer ce gros contrat au travail. Ma mère, Carole, était la stratège. On ne peut pas juste demander. On a trop demandé dernièrement. Elle devient résistante. Mark est une mauvaise influence sur elle. Il la fait douter. Lire cela fut comme un coup de poing dans le ventre. Il voyait l'amour et le soutien de mon mari comme une mauvaise influence. Il voyait mon respect de moi-même grandissant, comme de la résistance. Pour eux, mes limites saines étaient un obstacle à surmonter. Ce n'étaient pas des parents. C'étaient des stratèges cherchant comment percer les défenses d'un ennemi. Pendant des semaines, ils ont débattu du meilleur angle d'approche. Léo a suggéré qu'il avait une nouvelle opportunité d'investissement immanquable qu'il pourrait me présenter. Mon père pensait plutôt à une crise de réparation de la maison, un classique de leur répertoire, mais ma mère les a tous les deux rabroués. Non, ça doit être plus gros cette fois. Une solution ponctuelle ne suffit pas. Nous avons besoin de quelque chose de durable. Nous avons besoin d'un plan de retraite. Un plan de retraite. Les mots brillaient sur l'écran, suintant d'un niveau d'arrogance si profond que cela semblait presque une parodie. Le travail de ma vie, mon avenir, n'était pas pour moi et ma propre famille. C'était leur pécule, c'était leur plan d'épargne-retraite. L'idée vraiment monstrueuse et diabolique, venait de Léo. Et la santé de papa? La seule chose à laquelle Emma ne pourrait jamais dire non. La réponse de mon père fut d'abord hésitante. Je ne sais pas, Léo. Simuler une maladie, ça semble sombre. Mais Léo était persuasif. Ce n'est pas simulé, c'est exagéré. Tu as de l'hypertension, non? Ton dos te fait mal parfois. On relie juste les points. On obtient un diagnostic effrayant. Quelque chose à long terme. Quelque chose qui nécessite des traitements coûteux que l'assurance ne couvrira pas entièrement. Quelque chose qui la fera se sentir si coupable, si responsable, qu'elle n'aura d'autre choix que de mettre en place un virement mensuel. Pour toi, pour ta santé. C'est ma mère qui a scellé l'affaire. Il a raison, Robert. C'est le plan parfait. C'est une bonne fille. Son amour pour toi est sa plus grande faiblesse. On peut utiliser ça. Il parlait de mon amour pour mon père comme si c'était un outil, un levier pour forcer mon compte en banque. Il transformait en arme le lien le plus fondamental qu'un enfant puisse avoir. J'ai eu la nausée. Mark passa son bras autour de moi, me serrant contre lui. Je me suis appuyée contre lui, la chaleur de son corps contrastant vivement avec la glace qui emplissait mes veines. Nous avons fait défiler plus loin, regardant en silence horrifiés comment ils étoffaient leur conspiration. Ils ont choisi la maladie, un trouble neurologique dégénératif rare. C'était parfait, car les symptômes étaient vagues et difficiles à réfuter. Fatigue, douleur chronique, brouillard mental. Des choses que mon père pouvait facilement simuler. Le niveau de détail de leur planification était méticuleux. Un témoignage de l'effort qu'ils étaient prêts à consacrer à la tromperie. Effort qu'ils n'appliquaient jamais à leur propre vie. Léo, le flemmard résident de la famille, avait apparemment trouvé sa véritable vocation en tant qu'escroc. Il avait fait des recherches approfondies sur la maladie. La discussion était remplie de liens vers des revues médicales, des forums de soutien aux patients et des articles sur les symptômes. « D'accord, papa », lisait-on dans un des messages de Léo.
À partir de la semaine prochaine, tu dois te plaindre d'étourdissement, mais pas trop souvent. Une fois le lundi peut être une autre fois le jeudi. Nous devons construire un historique crédible. Ma mère était en charge de l'aspect ingénierie sociale. Je vais commencer à laisser tomber des indices à la famille élargie, écrivait-elle. Juste des petites choses. Robert semble si fatigué ces derniers temps. Il a fait une petite chute, mais il dit que ça va. Nous devons préparer le terrain pour que, lorsque nous le dirons à Emma, ça ne sorte pas de nulle part. Ils construisaient un récit, une toile de mensonges conçue pour me piéger. Ils créaient leur propre réalité et se préparaient à me manipuler pour que je l'accepte. La partie la plus glaçante fut la découverte d'un dossier dans le stockage cloud lié de ma mère. La discussion y faisait référence. Il était intitulé « Documents médicaux ». Mark, en quelques clics, le trouva. À l'intérieur se trouvaient des fichiers qui me glacèrent le sang. Ils avaient téléchargé des modèles de résultats de laboratoire, d'entêtes de lettres de médecins, de formulaires d'ordonnance. Ils utilisaient un logiciel de retouche photo bon marché pour falsifier des dossiers médicaux. Il y avait un faux rapport d'IRM montrant des anomalies dans le cortex préfrontal. Il y avait un faux résultat de test sanguin avec des marqueurs de conditions inflammatoires entourés en rouge. Ils avaient même créé un faux médecin, un Dr Alistair Finch, avec une adresse de clinique et un numéro de téléphone fictif. Léo avait acheté un téléphone prépayé avec un nouveau numéro pour être la ligne de la clinique au cas où j'essaierais d'appeler. Ils avaient un script pour quiconque répondrait. « Cabinet du Dr Finch, comment puis-je vous aider ?» C'était un univers de mensonges complet et autonome. Je fis défiler les faux documents, mon nom apparaissant dans le champ de contact en cas d'urgence. Ils utilisaient mon identité, mon amour, dans le cadre de leur fiction. Je regardais Mark, mon visage un masque d'incrédulité. « Ils ont construit une fausse réalité entière, murmurai-je. Une personne entière, un médecin, une clinique, juste pour me voler. » Le visage de Mark était sombre. « Il ne s'agit plus seulement d'argent, Emma, c'est criminel. Falsification, fraude. C'est un crime grave. » Il avait raison. Cela avait franchi une ligne, passant d'un dysfonctionnement familial à quelque chose de beaucoup plus sombre. C'était un complot prémédité et à long terme. Ils avaient passé des mois là-dessus. Des mois de planification, de manigance, de rire dans mon dos. Mon dîner d'anniversaire, la phase 1, était l'acte d'ouverture de leur pièce. La représentation principale, où ils m'assoiraient avec ces documents falsifiés et un air de profonde tristesse, était encore à venir. Mais maintenant, je savais. Je n'étais plus un membre involontaire du public. J'étais en coulisses, lisant leur script. Et j'étais sur le point de réécrire la fin. Alors que nous nous enfoncions plus profondément dans les journaux de discussion, une nouvelle couche encore plus sinistre de leur plan se révéla. Ils ne prévoyaient pas seulement de me tromper, ils prévoyaient activement de m'isoler. Ils voyaient mon mari, Mark, comme le principal obstacle à leur succès. Il y avait toute une section de leur conversation consacrée au « problème Mark ». Léo écrivait « Mark est intelligent. Il ne va pas simplement accepter ça. Il va poser des questions. Il va vouloir voir les vrais médecins, les vraies factures. » La réponse de ma mère était d'un pragmatisme glaçant. « Alors nous devons neutraliser Mark avant même de commencer. Nous devons semer la zizanie entre eux. Nous en faisons le méchant. » Mon père, qui avait d'abord semblé hésitant, était maintenant entièrement de la partie. « Comment on fait ça? Ils ont l'air solides. » La suggestion de Léo était ignoble. On commence à dire à Emma que Mark la contrôle, qu'il essaie de la tenir éloignée de sa famille. On lui dit qu'on s'inquiète pour elle. On dit qu'il est trop impliqué dans ses finances, que ce n'est pas sain. On sème le doute. Chaque fois qu'elle nous parle, on le dénigre subtilement. Ils avaient aussi des scripts pour ça. Ma mère dirait des choses comme « Mark est un homme merveilleux, Emma, mais comprend-il vraiment le sens de la famille? J'ai l'impression qu'il t'éloigne de nous. » Mon père ajouterait « On veut juste s'assurer que tu es heureuse, ma chérie. Tu as l'air si stressée depuis qu'il gère l'argent. » Il prévoyait d'utiliser mon amour pour eux, pour empoisonner mon amour pour mon mari. C'était de la guerre psychologique. Ils allaient dépeindre sa prudence comme du contrôle, sa protection comme de l'isolement. Le but était de me faire sentir si coupable et confuse que je commencerais à les croire, à voir les objections rationnelles de Mark comme la preuve de son manque de compassion. C'était une tactique classique de pervers narcissique.
isoler la victime de son système de soutien. Je regardais Mark, qui lisait les mêmes messages, la mâchoire serrée par une fureur qu'il contenait à peine. Il n'était pas seulement un obstacle pour eux, il était l'ennemi. Ils étaient prêts à détruire mon mariage, la relation la plus heureuse et la plus saine de ma vie, pour assurer leur avenir financier. La pensée qu'ils puissent même concevoir une telle chose, et encore moins la planifier méticuleusement, brisa les derniers vestiges de toute affection persistante que j'avais pour eux. Il n'y avait pas d'amour là, pas pour moi, et certainement pas pour ma famille. Nous n'étions que des pions dans leur jeu. La dernière pièce, la plus horrible, était une conversation à propos de Lily. Léo écrivit « Et la gamine, elle est vive, comme Mark. » La réponse de ma mère fut le clou dans le cercueil de mon déni. « Lily est une enfant. On lui dit juste que papy est très malade et qu'on doit tous aider. Elle aime son grand-père. On peut manipuler un enfant. » J'ai dû poser l'iPad. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, le souffle court, en allaitement saccadé. Ils étaient prêts à manipuler émotionnellement ma fille. Ils allaient utiliser son amour pour son grand-père comme une arme contre sa propre mère. Ils ne me visaient plus seulement moi. Ils visaient mon enfant. C'en était fait. C'était le point de non-retour. La ligne avait été franchie, effacée, puis bombardée depuis l'orbite. Il ne s'agissait plus de famille, d'argent ou de désespoir. Il s'agissait d'un manque fondamental d'humanité. C'étaient des prédateurs, et ma fille et moi étions leur proie. Un calme froid et terrifiant m'envahit. Le choc et la douleur se retirèrent, remplacés par quelque chose de dur et de tranchant. C'était de la rage. Une rage pure, juste et concentrée. Ils pensaient écrire une tragédie où j'étais la victime. Ils n'avaient aucune idée que j'étais sur le point de la transformer en un règlement de compte. Au cours des jours suivants, nous avons vécu une étrange double vie. En surface, tout était normal. Je répondais aux appels de ma mère, sa voix pleine d'une douceur écœurante qui me donnait maintenant la chair de poule. « Je prends juste de tes nouvelles, ma puce. Comment vas-tu » demandait-elle. « Bien, maman » répondais-je, ma voix un monotone soigneusement construit. « Juste occupée par le travail ?» Pendant ce temps, en coulisses, ma maison était devenue une salle de guerre. Mark, Lily et moi étions une équipe, unis par un seul but, rassembler toutes les preuves possibles. Mark, mon ingénieur méthodique, créa un fichier sécurisé et sauvegardé de chaque message, chaque document falsifié, chaque photo compromettante de leur stockage cloud. Nous avons trouvé des photos d'un séjour à la maison qu'ils avaient pris 2 mois plus tôt, prétendant être trop fauchés pour même réparer leur voiture. Les photos les montraient lors d'un week-end dans un vignoble chic, riant et levant des verres de vin cher. L'horodatage des photos correspondait à une série de textos frénétiques que j'avais reçus de Léo sur le besoin d'argent pour un traitement de canal d'urgence. L'argent du traitement de canal avait clairement payé un bon cabernet. Lily était notre boussole morale. Quand je ressentais une lueur de doute, un fantôme de la culpabilité qui avait été programmé en moi pendant 40 ans, je la regardais. Elle me lançait juste un regard stable, un rappel silencieux de ce qu'ils avaient été prêts à lui faire, et ma résolution se durcissait comme de l'acier. « Ils allaient me mentir sur le fait que papy était malade », dit-elle un soir, sa voix calme, mais ferme. « Ce n'est pas ce que font les gens qui aiment, maman. » De la bouche d'une jeune de 15 ans venait la vérité simple et dévastatrice qui m'avait échappé pendant des décennies. Lors d'un de ces appels de « prise de nouvelles », ma mère a commencé à poser les jalons, exactement comme les journaux de discussion l'avaient prédit. « Ton père n'est pas lui-même ces derniers temps », soupira-t-elle de manière dramatique. « Si fatigué tout le temps, il a failli tomber dans les escaliers hier. »« Oh, je n'aurais probablement pas dû dire quoi que ce soit. Je ne veux pas t'inquiéter. J'ai joué mon rôle à la perfection. »« Oh non, c'est terrible, » dis-je, ma voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. « Va-t-il voir un médecin ?»« Eh bien, il est têtu, tu sais comment il est, » dit-elle. « Mais je pense que je vais insister. Ce n'est probablement rien, mais on n'est jamais trop prudent. » C'était comme écouter des acteurs lire un script que j'avais déjà mémorisé. Je pouvais prédire chacun de ces mots. C'était nauséabondement efficace. Si je n'avais pas su la vérité, j'aurais été malade d'inquiétude. J'aurais été préparée et prête pour la grande révélation, prête à ouvrir mon cœur et mon portefeuille. Mais sachant ce que je savais, la conversation était une pièce de théâtre grotesque. Après avoir raccroché,
J'ai regardé Marc. La phase 2 a commencé, dis-je, ma voix dénuée d'émotion. Elle a commencé le récit. Marc hocha la tête, son expression sombre. « Laisse-les faire, dit-il. Laisse-les construire leur scène. Plus ils la construiront grande, plus il leur sera difficile de le nier quand nous la réduirons en cendres. » Ces mots me firent frissonner, mais ce n'était pas de peur, c'était de l'anticipation. Ils marchaient dans un piège de leur propre fabrication, et c'était moi qui allais le déclencher. Le plan commença à se former dans mon esprit, non pas une réaction défensive, mais une stratégie proactive. Ils voulaient avoir une réunion pour discuter de la santé de mon père. Très bien, nous aurions une réunion, mais ce serait sur mon terrain, selon mes conditions. Et j'aurais ma propre présentation à faire. L'appel est arrivé un mardi matin. C'était mon père cette fois, la voix faible et tremblante, une performance magistrale. « Emma, ma chérie, » commença-t-il, sa voix se brisant sur mon nom. « Ta mère et moi, nous devons te parler. Léo aussi. C'est à propos de ma santé. Nous avons eu des nouvelles du médecin. » Voilà, l'invitation officielle à ma propre exécution. Le rideau allait se lever sur leur acte final. Je pris une inspiration, rassemblant chaque once de sang-froid que j'avais. « Oh, papa, bien sûr, dis-je, ma voix une symphonie d'inquiétude. J'étais si inquiète depuis que maman m'a dit que tu ne te sentais pas bien. Que se passe-t-il? C'est mieux si on te le dit en personne, ma chérie, dit-il, le pathos fabriqué épais dans sa voix. Pouvons-nous passer ce week-end? Samedi? Peut être. C'est important que nous soyons tous ensemble en famille. Bien sûr, papa. Samedi est parfait, dis-je. Pourquoi ne venez-vous pas ici? Je préparerai le déjeuner. On pourra être à l'aise. Il y eut une brève pause à l'autre bout du fil. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête, ma mère chuchotant des instructions en arrière-plan. Ma maison était une meilleure scène. C'était un terrain neutre, mais un endroit où j'étais en contrôle. Ça a l'air charmant, Emma. Merci. Tu as toujours été une si bonne fille, termina-t-il, en rajoutant une couche aussi épaisse que possible. Je raccrochai le téléphone, et ma main tremblait, non pas de peur, mais d'une poussée d'adrénaline brute. Je regardai Marc, qui avait écouté ma partie de la conversation. « C'est parti, dis-je. Samedi, midi pile. » Marc me fit un sourire mince et déterminé. « Alors, au travail. » Les 4 jours suivants furent un tourbillon de préparatifs. Ce ne serait pas seulement une confrontation. Ce serait une intervention, mais pas pour les raisons qu'ils pensaient. J'allais les confronter à la vérité d'une manière qu'ils ne pourraient nier, rejeter ou manipuler. Marc, le brillant ingénieur, prit la tête de l'installation technique. Il connecta son ordinateur portable à la grande télévision à écran plat de notre salon. Il créa une présentation simple et élégante. Elle n'était pas tape, à l'œil. Elle n'en avait pas besoin. Le contenu était suffisamment explosif. La présentation avait des diapositives. La première diapositive n'était qu'un titre, affiché dans une police nette et audacieuse. Le projet Emma. Les diapositives suivantes contenaient des captures d'écran de leurs messages textes les plus accablants, organisés chronologiquement. Il intégra les images des documents médicaux falsifiés, les faux résultats de laboratoire, la photo du Dr. Alistair Finch, qu'ils avaient probablement tiré d'un site de photos d'archives. Il inclut les photos de leur séjour à la maison dans le vignoble, les plaçant juste à côté des textos de Léo, implorant de l'argent pour un traitement de canal. Chaque diapositive était un clou dans leur cercueil. Pendant que Marc s'occupait de la technologie, je m'occupais de la préparation émotionnelle. Je passais des heures à réfléchir à ce que je voulais dire. J'écrivis des points clés, non pas comme un script, mais comme des encres auxquelles me raccrocher lorsque la tempête de leur dénégation frapperait. Je m'entraînais à dire les mots « non » et « plus jamais ». Je fis des jeux de rôle de la conversation avec Marc, lui jouant le rôle de ma mère indignée, de mon père fanfaron, de mon frère manipulateur. C'était épuisant, mais nécessaire. Je forgeais ma propre armure. Lily était notre partenaire silencieuse. Elle nous regardait. Sa présence un rappel constant de la raison pour laquelle nous faisions cela. Elle était l'avenir qu'ils avaient tenté d'hypothéquer. C'était elle que je protégeais. Le vendredi soir, tout était prêt. La présentation était chargée. Mes notes étaient finalisées. Notre maison était propre et bien rangée.
l'environnement parfait et stérile pour une procédure chirurgicale. J'étais sur le point de pratiquer une amputation. J'allais couper le membre cancéreux de ma famille de ma vie, une fois pour toutes. Je ressentais un étrange sentiment de calme. La crainte avait disparu, remplacée par une clarté si vive qu'elle semblait être un objet physique. Je n'étais plus la victime dans leur pièce. J'étais la metteuse en scène, et j'étais prête pour le spectacle. Samedi matin se leva, clair et lumineux, une journée magnifique pour une démolition. La maison était silencieuse. Lily était partie chez une amie pour la journée. Elle nous faisait confiance pour gérer la situation, et j'étais reconnaissante de ne pas la faire assister à la laideur qui ne manquerait pas de survenir. Marc et moi nous déplacions avec une efficacité tranquille, comme une équipe de déminage. Il vérifia une dernière fois la technologie, s'assurant que la connexion au téléviseur était parfaite. La télécommande reposait sur la table basse, ressemblant moins à un zapper qu'à un détonateur. Je préparai un déjeuner simple, un plateau de sandwich, un bol de salade, un dernier clin d'œil absurde à la normalité, avant de la briser pour toujours. Je pensais à tous les repas que je leur avais servis, toutes les fêtes que j'avais organisées, toutes les fois où j'avais joué le rôle de la fille et de la sœur heureuse et arrangeante. Ce serait la dernière scène. À midi pile, la sonnette retentit. Je pris une profonde et stable inspiration, regardai Marc, qui me fit un signe de tête ferme et encourageant, et allai ouvrir la porte. Ils étaient là, ma famille. Ma mère, Carole, le visage un masque de chagrin étudié. Mon père, Robert, s'appuyant lourdement sur une canne que je n'avais jamais vue auparavant, son expression peinée et lasse. C'était un accessoire brillant, je devais leur accorder ça. Et Léo, se tenant légèrement derrière eux, l'air inhabituellement solennel, le fils dévoué. La vue d'eux, l'audace pure de leur performance, ne déclencha plus de blessure ni de tristesse. Elle déclencha une colère froide et clinique. « Salut », dis-je, la voix égale. « Entrez ». Ils se traînèrent dans le salon, mon père faisant tout un spectacle pour s'installer sur le canapé avec un gémissement de douleur. Ma mère s'affaira autour de lui, gonflant un coussin derrière son dos. Léo planait à proximité, l'image même de l'inquiétude. Ils étaient si investis dans leur rôle. « Emma, merci de nous recevoir », commença ma mère, la voix basse. « C'est très difficile. »« J'en suis sûre, » dis-je, la voix plate. Je restais debout. Marc aussi. C'était un subtil jeu de pouvoir. Nous n'étions pas là pour une conversation douillette. Nous étions les hôtes d'une procédure formelle. Je laissai le silence planer dans l'air un instant, les laissant s'imprégner de l'atmosphère. Ce n'était pas l'environnement chaleureux et empathique auquel ils s'attendaient. L'air était frais et tendu. Mon père se racla la gorge, se préparant pour le discours principal. « Emma, dit-il, la voix légèrement tremblante. Il n'y a pas de façon facile de dire ça. Je suis malade. »« Je suis vraiment désolée de l'apprendre, » répondis-je, ma voix ne trahissant aucune émotion. « Qu'a dit le médecin ?» C'était leur signal. Ma mère sortit un dossier de son sac à main. Le dossier, documents médicaux. Mon cœur battait un rythme régulier et lourd dans ma poitrine. « C'est une maladie neurologique, ma chérie, » dit-elle, ses propres yeux s'emplissant de larmes de crocodile. « C'est dégénératif. » Le médecin, un spécialiste nommé Dr. Finch, il nous a tout expliqué. Les traitements vont être très chers, et l'assurance. Eh bien, tu sais comment ils sont. Ils me regardèrent, leurs expressions un mélange parfait d'espoir et de désespoir. Ils attendaient ma réaction. Ils attendaient les larmes, les promesses d'aide, le soutien inconditionnel de leur bonne et fiable fille. Ils attendaient que je morde à l'hameçon. Je laissai le silence s'étirer un autre instant. Puis, je pris la télécommande sur la table basse. « C'est une histoire très intéressante, » dis-je, ma voix aussi froide et tranchante que du verre brisé. « Mais j'en ai une légèrement différente à partager. » Je pointai la télécommande vers la télévision et appuyai sur le bouton d'alimentation. L'écran s'anima, baignant la pièce d'une lumière vive et impitoyable. Et là, en grosses lettres bien grasses pour que tous puissent les voir, se trouvait le titre de ma présentation, le projet Emma. Le changement dans la pièce fut instantané et absolu. C'était comme si un interrupteur avait été actionné,
nous plongeant de leur mélodrame soigneusement construit dans un film d'horreur cru et silencieux. Les trois se figèrent, leur visage une galerie de choc. Le chagrin étudié sur le visage de ma mère se dissipa en panique brute. L'expression peinée de mon père fut remplacée par un regard écarquillé, la bouche légèrement entr'ouverte. Il oublia même de s'appuyer sur sa canne accessoire. Le masque solennel de Léo tomba complètement, révélant le lâche couard en dessous. Il tressaillit visiblement, comme s'il avait été frappé. « Qu'est-ce que c'est ?» balbutia ma mère. Sa voix un murmure fluait. Elle regardait de l'écran à moi, ses yeux cherchant une issue de secours. « Je pense que tu sais ce que c'est, » dis-je calmement. Je cliquai sur la télécommande. La diapositive suivante apparut. Une capture d'écran des tout premiers messages de leur discussion de groupe. La plainte de mon père à propos de sa voiture, la suggestion de Léo de demander à Emma, et l'évaluation glaçante de ma mère selon laquelle Marc était une mauvaise influence, et que je devenais résistante. Je lus ces mots à voix haute, ma voix stable et claire. On ne peut pas juste demander. On a trop demandé dernièrement. Elle devient résistante. Ma mère tressaillit à nouveau, secouant la tête en un déni frénétique. « Non, tu déformes les choses. Ce n'est pas ce que je voulais dire. »« Vraiment ?» dis-je, ma voix dénuée de chaleur. Je cliquai à nouveau. La diapositive suivante montrait l'idée monstrueuse de Léo. Et la santé de papa, la seule chose à laquelle Emma ne pourrait jamais dire non. Je laissai les mots flotter dans la pièce silencieuse. Mon père, Robert, retrouva enfin sa voix. Ce n'était pas la voix faible et tremblante d'un homme malade. C'était le rugissement fanfaron d'un homme qui s'était fait prendre. « Qu'est-ce que c'est? Tu as piraté nos téléphones? C'est illégal. C'est une violation de notre vie privée. Est-ce plus illégal qu'un complot en vue de commettre une fraude ?» intervint Marc, sa voix un grognement bas. Il n'avait pas bougé de sa place, une statue de jugement silencieuse et imposante. J'ignorais l'explosion de mon père et continuais, tel un procureur présentant son dossier. Clic. Une diapositive avec les liens vers les sites médicaux. Clic. Une diapositive avec les instructions détaillées de Léo à mon père sur la façon de simuler ses symptômes. Se plaindre d'étourdissement. Mais pas trop souvent. Je regardais Léo. Tu sembles y avoir beaucoup réfléchi, Léo. C'est dommage que tu ne puisses pas appliquer le même niveau de dévouement à, disons, conserver un emploi. Léo pâlit, se recroquevillant dans les coussins du canapé. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Ma mère se ressaisit, passant du déni à l'offensive. « C'est de la folie, Emma. Tu as pris des conversations privées et tu les sors complètement de leur contexte. On ne faisait que brainstormer. C'était une blague, une expérience de pensée. On n'aurait jamais vraiment fait quelque chose comme ça. Une blague ?» répétai-je, ma voix dangereusement douce. Je cliquai à nouveau sur la télécommande. L'écran se remplit de l'image du rapport d'IRM falsifié, de l'entête de lettres bidons du Dr Alistair Finch, des faux résultats de laboratoire avec leurs marqueurs rouges entourés. « Est-ce que ça ressemble à une blague pour toi, maman? As-tu blagué en utilisant un programme de retouche photo pour créer ça? Était-ce une expérience de pensée quand tu as acheté un téléphone prépayé pour te faire passer pour le cabinet d'un médecin? » L'air était lourd de leurs mensonges, de leur désespoir. C'étaient des animaux acculés, et ils commençaient à se débattre. La façade soigneusement construite de la famille aimante et inquiète avait été arrachée, révélant le noyau avide et manipulateur. En dessous, le spectacle était terminé. Et le procès venait de commencer. Les dénégations devinrent plus frénétiques, plus absurdes. Ils jetaient tout contre le mur, espérant que quelque chose finirait par coller. « Ces documents ne sont pas vrais. Tu as dû les fabriquer toi-même pour nous piéger. » beugla mon père, son visage devenant d'un rouge tacheté. Il avait complètement abandonné son rôle de malade. « Tu as toujours été si dramatique, Emma, faisant des montagnes d'une taupinière, venant de l'homme qui s'appuyait sur une canne accessoire 30 secondes plus tôt. L'hypocrisie était à couper le souffle. « C'est moi qui les ai faits ?» demandai-je, un rire sans joie s'échappant de mes lèvres. « Alors, si je comprends bien, dans votre version de la réalité, j'ai piraté vos messages privés, découvert que vous plaisantiez à propos d'une fausse maladie, puis j'ai décidé de falsifier moi-même une montagne de preuves médicales, juste pour vous faire passer pour des méchants. Est-ce que ça vous semble plausible? » Mon démantèlement calme et logique de leurs mensonges sembla les enrager davantage. Ne pouvant me combattre sur les faits,
Ils retournèrent à leur arme la plus ancienne et la plus fiable, la manipulation émotionnelle. « Après tout ce que nous avons fait pour toi, » s'écria ma mère, sa voix s'élevant en une plainte théâtrale. « Nous t'avons élevé, nous t'avons aimé. Et c'est comme ça que tu nous remercies, en nous espionnant et en te retournant contre ta propre famille? Vous remercier ?» rétorquai-je, le calme glacial de ma voix se fissurant enfin pour révéler la rage incandescente en dessous. « Parlons de remboursement. Parlons des 20 ans où j'ai servi de première banque nationale d'Emma. Parlons des frais de scolarité de Léo, que j'ai payés après qu'il ait joué les siens au jeu d'argent. Parlons de la compe sur votre dernière voiture, du toit qui fuit, qui était en fait une nouvelle terrasse, des innombrables urgences, qui n'étaient rien de plus que votre incapacité totale et absolue à vivre selon vos moyens. » Je fis un pas en avant, mes yeux rivés sur les siens. « Vous n'avez pas fait des choses pour moi, vous m'avez fait des choses. Vous m'avez utilisé, vous m'avez épuisé. Vous avez traité mon amour comme une faiblesse, et mon succès comme votre caisse noire personnelle. Et vous avez l'audace de parler de remboursement? » Silence. Mes mots, pleins de 2 décennies de ressentiments refoulés, flottaient dans l'air comme un nuage toxique. Il n'avait aucune réponse à cela. La vérité était trop crue, trop indéniable. Je cliquai une dernière fois sur la télécommande. Une nouvelle image remplit l'écran. C'était une photo d'eux d'il y a 2 mois, celle du vignoble. Ma mère et mon père, bras dessus, bras dessous, riant, des verres de vin rouge tenus haut. À côté, j'avais placé une capture d'écran du texto de Léo. « M, je suis désespérée. Le dentiste ne veut pas faire mon traitement de canal sans paiement d'avance. C'est 1 500 $. Peux-tu m'aider? J'ai tellement mal. »« Vous aviez l'air d'avoir terriblement mal là, maman, papa, » dis-je, ma voix dégoulinant de sarcasme. Ça doit être un anesthésique à base de vin très efficace. Mon père fixa simplement l'écran, sa défense fanfaronne s'effondrant enfin. Ma mère s'effondra. Elle enfouit son visage dans ses mains, ses épaules secouées par ce qui aurait pu être de vrais sanglots cette fois. Pas des larmes de chagrin, mais des larmes de défaite. Léo se contenta de regarder le sol, l'image même de la honte. Il était l'architecte de ce désastre, et il ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. Ils étaient brisés. Leur conspiration, si soigneusement élaborée dans l'ombre, s'était désintégrée sous la dure lumière de la vérité. Il ne leur restait plus aucun endroit où se cacher. Les sanglots de ma mère furent le seul son dans la pièce pendant un long moment. C'étaient des sons laids, gutturaux, les pleurs d'un joueur qui venait de tout perdre sur un dernier pari désespéré. Mon père était assis à côté d'elle, dégonflé, toute combativité disparue. Il avait l'air vieux et petit. Léo n'avait pas bougé, son regard toujours fixé sur une tache de poussière particulièrement intéressante sur mon sol. Je ne ressentais rien. Pas de pitié, pas de sympathie. Le puits de compassion que je leur avais offert toute ma vie s'était enfin tari. C'était un désert. « Alors, » dis-je, brisant le silence. Ma voix était de nouveau calme, mais elle portait le poids d'un jugement final. « Maintenant que nous avons tous vu la présentation, parlons de ce qui va se passer ensuite. » Ma mère leva les yeux, son visage strié de mascara. « Emma, s'il te plaît, » murmura-t-elle. Nous étions désespérés. Nous ne savions pas quoi faire d'autre. Nous avons fait une erreur, une terrible erreur. Mais nous sommes toujours ta famille. Non, dis-je, le seul mot tranchant sa supplique comme un rasoir. Nous ne le sommes pas. Une famille ne fait pas ça. Une famille ne crée pas un projet pour systématiquement tromper et frauder l'un des siens. Une famille ne complote pas pour détruire un mariage pour un gain financier. Une famille ne prévoit pas de manipuler émotionnellement un enfant. Vous n'êtes pas ma famille. Vous êtes 3 personnes avec qui il se trouve que je partage de l'ADN. Et cette connexion biologique est par la présente terminée. Je laissais cela s'imprégner. Le caractère définitif de la chose. Ce n'était pas une négociation, c'était un verdict. Marc s'avança et posa une petite pile de papier sur la table basse devant eux. « Ceci, dit-il, sa voix ferme et inébranlable, est un décompte détaillé de chaque dollar qu'Emma vous a donné au cours des 20 dernières années et qui n'a jamais été remboursé. Nous n'incluons pas les cadeaux, comme pour les anniversaires ou les fêtes. Il s'agit uniquement des prêts et des urgences. » La première page montrait le total en gros caractères gras. C'était un chiffre stupéfiant
bien au-delà de 6 chiffres. C'était une maison, c'était une retraite, c'était mon avenir, qu'ils avaient consumé morceau par morceau. Nous ne demandons pas qu'on nous le rende, continuai-je, voyant la lueur de panique dans leurs yeux. Considérez cela comme mon indemnité de départ final. C'est le prix que je suis prête à payer pour vous avoir hors de ma vie, pour toujours. Je me dirigeai vers la porte d'entrée et l'ouvris. « La réunion est terminée, dis-je. Je veux que vous preniez vos affaires, y compris cette canne, dis-je en regardant mon père avec insistance, et que vous sortiez de ma maison. » Pendant un instant, personne ne bougea. Ils étaient sous le choc, incapables de traiter une réalité où je n'étais pas leur filet de sécurité, où je n'étais pas un paillasson. Puis, lentement, mon père se leva. Il ne tendit pas la main vers la canne. Il marcha, vaincu, vers la porte. Léo suivit, toujours sans croiser mon regard. Ma mère fut la dernière. Elle s'arrêta devant moi, les yeux suppliants. « Emma, tu ne peux pas faire ça, » implora-t-elle. « Où irons-nous? Que ferons-nous? Cela ressemble au premier point à l'ordre du jour de votre prochain projet, dis-je, ma voix complètement vide de sentiment. Un projet qui n'implique en aucune façon moi, mon mari ou ma fille. Maintenant, sortez. » Elle me fixa, cherchant sur mon visage un signe de l'ancienne Emma, celle qui plierait, celle qui arrangerait les choses. Elle ne trouva rien. Elle se tourna et franchit la porte, et je la refermai doucement derrière elle. Le clic du loquet fut le son le plus satisfaisant que j'aie jamais entendu. Dans le silence de la maison vide, je restai debout, le dos contre la porte fermée, le bois frais contre mes épaules. Marc vint m'entourer de ses bras. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas ressenti de soulagement, pas encore. Je me sentais juste, calme. Le bourdonnement constant et de faible intensité de l'anxiété, qui avait été le bruit de fond de toute ma vie d'adulte, s'était soudainement arrêté. Le silence était assourdissant. « Tu l'as fait !» murmura Marc dans mes cheveux. « Je suis si fière de toi. » Je me suis penchée en arrière contre lui, laissant sa force me soutenir. « Nous l'avons fait !» le corrigeai-je. « Je n'aurais pas pu faire ça sans toi et Lily. » Les conséquences commencèrent presque immédiatement. Environ 1 heure après leur départ, mon téléphone se mit à vibrer. C'était Léo. J'ai regardé l'écran et j'ai appuyé sur « Refuser ». Il a rappelé. « Refusé ». Un message texte est apparu. « Emma, on doit parler. Maman est en vrac. Tu es cruelle. » Je l'ai supprimé sans répondre. Puis ce fut le tour de ma mère. Une série de messages vocaux frénétiques et décousus. Le premier était larmoyant, plein d'excuses et de déclarations d'amour. Le second était en colère, m'accusant de déchirer la famille. Le troisième était désespéré, une litanie de leurs malheurs financiers, comme pour tenter une dernière fois de déclencher mon sens des responsabilités ancrées en moi. J'ai écouté les premières secondes de chacun avant de les supprimer. Leurs mots n'avaient plus aucun pouvoir sur moi, ce n'était que du bruit. Le lendemain, les singes volants furent déployés. Ma tante Carole, la sœur de ma mère, appela. « Emma, ma chérie, ta mère est hors d'elle, » commença-t-elle, sa voix sirupeuse d'inquiétude. Elle m'a dit qu'il y avait eu un terrible malentendu. Quoi que ce soit, tu dois leur pardonner, ce sont tes parents. Tante Carole, dis-je, ma voix polie mais ferme, avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez absolument aucune idée de quoi vous parlez. C'est une affaire privée entre eux et moi. Je vous demande de rester en dehors de ça. » Elle fut déconcertée par ma franchise. « Eh bien, ça alors, il n'y a pas besoin d'être impoli. Il n'y a pas non plus besoin que vous m'appeliez de leur part. » rétorquai-je. « Au revoir. » J'ai raccroché. C'était incroyable. Pour la première fois, je défendais mes propres limites contre la famille élargie qu'ils avaient toujours utilisée comme levier. Marc et moi avons pris une décision ce soir-là. Nous sommes allés à la boutique de notre opérateur téléphonique et avons changé nos numéros. C'était une étape simple et pratique, mais elle semblait monumentale. Nous coupions les lignes de communication qu'ils avaient si longtemps abusées. Nous les avons bloqués sur toutes les plateformes de médias sociaux. Nous avons bloqué leurs emails. Nous avons créé une forteresse numérique autour de notre famille. La vraie famille. Moi, Marc et Lily. L'étape finale fut la plus formelle. Sur les conseils de Marc, j'ai fait rédiger par un avocat une lettre de mise en demeure simple et claire. Elle ne menaçait pas de poursuites judiciaires pour la fraude,
Je n'avais aucun désir d'une longue bataille judiciaire. Tout ce que je voulais, c'était la paix. La lettre stipulait en termes juridiques, sans ambiguïté, qu'il ne devait plus avoir de contact avec moi, mon mari ou ma fille, par quelque moyen que ce soit, direct ou indirect. Elle précisait que toute tentative de le faire serait considérée comme du harcèlement. J'ai envoyé une copie à chacun d'eux par courrier recommandé. C'était un acte froid, impersonnel, et c'était exactement ce qu'il fallait. C'était la fin formelle et légale d'une guerre émotionnelle que j'avais menée toute ma vie. La maison était si paisible cette semaine-là. C'était une paix que je n'avais pas réalisé être possible. C'était l'absence de crainte, l'absence d'attente du prochain appel téléphonique, de la prochaine crise fabriquée. C'était juste. Le calme. Et dans ce calme, j'ai enfin commencé à guérir. Un mois passa. Le silence de leur côté était absolu. La lettre de mise en demeure avait apparemment fonctionné. Le silence était un baume, un linge frais sur un front fiévreux, la tension que je portais habituellement dans mes épaules, une douleur constante et nouée, commença à se relâcher. Je dormais toute la nuit sans me réveiller en panique à propos d'une catastrophe financière imaginaire qui leur serait arrivée. Je me suis surprise à sourire davantage, à rire des blagues stupides de Marc, à être vraiment présente avec Lily. C'était comme si j'avais vécu ma vie dans une pièce avec un climatiseur bruyant et cassé, et que quelqu'un l'avait enfin éteint. Je n'avais même pas réalisé à quel point il me fallait d'énergie juste pour exister avec ce bruit. Un samedi, Marc entra dans la cuisine pendant que je préparais le petit déjeuner. Il tenait sa tablette, une expression étrange sur le visage. « Tu devrais être voir ça », dit-il. Il me montra l'écran. C'était une publication d'un cousin éloigné sur les réseaux sociaux, quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Le cousin avait partagé une page GoFundMe. Le titre de la page était « Aider la famille Richards dans leurs moments de besoin ». Mon sang se glaça. Je lui pris la tablette des mains. La page avait été créée par Léo. Elle présentait une photo de mes parents, l'air triste et abattu. Le texte d'accompagnement était un chef-d'œuvre de fiction. Il parlait d'une ruine financière soudaine et inattendue, causée par des frais médicaux imprévus et une trahison familiale dévastatrice. Il ne me nommait pas, mais il n'en avait pas besoin. C'était un récit vague et larmoyant, conçu pour susciter la sympathie et, plus important encore, de l'argent. Il les dépeignait comme des victimes, des figures nobles luttant contre un monde cruel, et une fille encore plus cruelle et anonyme. « Notre père bien-aimé Robert se bat contre une grave maladie », écrivait Léo, et leurs économies de retraite ont été anéanties par un membre de la famille de confiance. L'audace était stupéfiante. Ne pouvant obtenir de l'argent de moi, ils s'étaient tournés vers le financement participatif, utilisant les mêmes mensonges qu'ils avaient essayé d'utiliser avec moi. Je fis défiler vers le bas. Ils avaient récolté 175 $, sur un objectif de 10 000 $. La plupart des dons étaient modestes, provenant de leurs amis que je connaissais vaguement. Mais ensuite, j'ai vu la section des commentaires. Les premiers étaient les messages de sympathie attendus. « Tellement désolée d'apprendre ça, Carole. Je prie pour vous. » Mais ensuite, le vent tourna. Ma tante Carole, celle que j'avais rembarrée au téléphone, avait apparemment fait ses propres recherches. Son commentaire était cinglant. « Carole, quelle maladie combat Robert? Je l'ai vu la semaine dernière porter 2 sacs de paillis de 40 livres dans son jardin. Il avait l'air en meilleure santé que mon mari. Ça semble très suspect. » Un autre commentaire d'un ami de la famille, anéanti par un membre de la famille de confiance. « Je pensais qu'Emma avait toujours été si généreuse avec vous tous. Ça ne colle pas. » Quelqu'un d'autre avait ajouté. « Est-ce la même maladie qui a nécessité ce coûteux voyage de dégustation de vin il y a quelques mois? » Ils avaient été démasqués. Leur toile de mensonges, si soigneusement construite pour moi, était trop fragile pour résister à l'examen public. Ils avaient surjoué leurs mains et leur propre communauté les dénonçait. La page GoFundMe était un monument public à leur cupidité et à leur désespoir. Et elle échouait de façon spectaculaire. J'aurais dû être en colère, mais je ne l'étais pas. Je ressentais juste un profond sentiment de pitié et un sentiment de justification encore plus profond. Leurs mensonges ne pouvaient prospérer que dans l'obscurité, dans le système fermé qu'ils avaient créé avec moi. À la lumière du jour, ils se fanaient et mouraient. Je rendis la tablette à Marc et commençai à rire. C'était un rire réel, authentique, jaillissant d'un lieu de liberté pure et sans mélange.
il n'était plus mon problème. Il n'était qu'un triste spectacle public. Et j'étais libre. La page GoFundMe fut retirée moins de 48 heures après sa mise en ligne, probablement en raison d'une combinaison d'humiliation publique et des propres politiques de fraude de la plateforme. J'imaginais les appels téléphoniques frénétiques entre ma mère, mon père et Léo, alors que leur dernier stratagème implosait. Pour la première fois, la pensée de leur chaos m'apporta un sentiment d'amusement détaché plutôt qu'un nœud d'anxiété. Leur cirque avait enfin quitté la ville, et ma vie était le champ calme et paisible laissé derrière. La véritable mesure de ma liberté retrouvée ne se trouvait pas dans les confrontations dramatiques, mais dans les petits moments quotidiens. C'était en vérifiant mon compte en banque et en sachant que mon argent était le mien. C'était en planifiant des vacances avec Marc et Lily, de vraies vacances, dans un complexe hôtelier au Mexique, sans avoir à budgétiser mentalement pour une urgence familiale fantôme qui ne manquerait pas de surgir la semaine avant notre départ. C'était la joie simple et pure de savoir que mon téléphone ne sonnerait pas avec un numéro qui apportait une vague d'effroi. Le plus grand changement fut dans ma relation avec ma propre petite famille. Sans le fardeau constant de mes parents et de mon frère, j'avais tellement plus d'énergie à donner à Marc et Lily. Nos soirées devinrent plus détendues, nos conversations plus profondes. Nous avions toujours été une unité solide, mais la suppression de la menace extérieure nous permit de nous épanouir d'une manière que je n'avais pas réalisé être possible. Un après-midi, Lily rentra de l'école, l'air troublé. Elle s'assit au comptoir de la cuisine, où je payais mes factures, seulement mes factures. « Une fille à l'école se plaignait de sa grande sœur aujourd'hui, » dit-elle. Elle a dit que sa sœur est si égoïste parce qu'elle ne veut pas cosigner un prêt auto pour elle. J'arrêtais ce que je faisais et lui accordais toute mon attention. « Qu'as-tu dit » demandai-je. « Rien » dit Lily en haussant les épaules. Mais j'y ai pensé. Et j'ai pensé à mamie et papy et oncle Léo. Et j'ai réalisé que c'était la fille qui était égoïste, pas sa sœur. Elle me regarda, son jeune visage si plein de sagesse. « C'est toi qui m'as appris ça, maman. Tu m'as montré que famille ne veut pas dire que tu laisses les gens t'utiliser. Ça veut dire que vous vous protégez les uns les autres. Et parfois, se protéger soi-même est la chose la plus importante. » Ces mots étaient un cadeau. Ils étaient la validation de la personne dont l'opinion comptait le plus pour moi au monde. Toute la douleur, tout le drame, toutes les décisions déchirantes des derniers mois se cristallisèrent en un seul but brillant à ce moment-là. Je ne m'étais pas seulement sauvée moi-même. J'avais brisé un cycle générationnel de dysfonctionnement. J'avais appris à ma fille que sa valeur ne résidait pas dans ce qu'elle pouvait fournir aux autres, mais dans qui elle était. Je lui avais montré qu'elle avait le droit de dire non, de fixer des limites et de s'éloigner des personnes qui ne les respectaient pas, peu importe qui elles étaient. Cette leçon valait plus que chaque dollar qu'il m'avait jamais pris. C'était un héritage de force, non de servitude. Nous sommes allés au Mexique cet été-là. Alors que j'étais assise sur une chaise longue, regardant Marc et Lily rire, en s'éclaboussant dans l'eau turquoise, j'ai ressenti un sentiment de paix si profond qu'il en était presque écrasant. Le soleil était chaud sur ma peau. Le son des vagues était un rythme doux. Et mon monde, pour la première fois de ma mémoire, était complètement et entièrement le mien. La vie s'installa dans une nouvelle normalité paisible. Les saisons changèrent. Nous célébrions les anniversaires et les fêtes à notre manière, selon nos propres termes. C'étaient des événements calmes, joyeux, exempts de la tension et de l'affection performative, qui avaient défini chaque réunion de famille de mon passé. Il n'y avait plus de commentaires passifs-agressifs, plus de demandes voilées d'argent, plus de mines émotionnelles cachées sous le couvert de la célébration. C'était juste, agréable. Le calme était occasionnellement ponctué de petits échos du monde que j'avais laissés derrière moi. Environ 1 an après la confrontation, j'ai croisé une ancienne voisine de mes parents à l'épicerie. C'était une femme gentille qui avait toujours envoyé une carte de Noël. Elle me regarda avec un mélange de pitié et de curiosité. « Emma, ma chère, comment vas-tu » demanda-t-elle, la voix basse. J'ai entendu parler de... Eh bien, de tout. Ta pauvre mère me dit qu'ils ont dû vendre la maison. J'ai ressenti un bref et fantomatique pincement de l'ancienne culpabilité. Vendre la maison où j'ai grandi. Puis je me suis souvenu des mensonges, de la manipulation, du projet Emma. Le pincement a disparu.
Vraiment? Demandai-je, la voix neutre. Je n'étais pas au courant. Oui, continua-t-elle, s'échauffant pour son commérage. Ils louent un petit appartement maintenant, près de l'autoroute. Léo a emménagé avec eux. Je suppose que ça a été très difficile. La santé de Robert, tu sais. J'ai juste hoché la tête, une expression non commise sur mon visage. Eh bien, c'était un plaisir de te voir, dis-je, poussant mon chariot devant elle. Je n'ai offert aucune explication. Je ne me suis pas défendue. Je ne me suis pas engagée. Leur récit était leur propre affaire. Je n'étais plus un personnage dedans. En rentrant chez moi, j'ai pensé à eux dans un petit appartement, tous les trois, mijotant dans leur propre misère auto-infligée. Mon père, avec sa fausse maladie et son vrai ressentiment, ma mère, avec son statut perdu et ses projets brisés. Et Léo, l'enfant en or, maintenant dans la fin de sa trentaine, vivant avec ses parents, sa grande percée, ne s'étant jamais matérialisée. Il y avait une partie de moi, une partie froide et dure, que je ne savais pas que j'avais avant tout ça, qui pensait « bien fait, ils avaient créé un système fermé de dysfonctionnement, et maintenant ils étaient les seuls à y être restés. Ils devaient compter les uns sur les autres, les trois personnes qui s'étaient avérées être les plus fiables du monde. C'était une forme de justice parfaite, presque poétique. J'ai réalisé alors que ma justification ne consistait pas à les voir punis. Il s'agissait de les voir faire face aux conséquences naturelles de leurs propres actions, sans que je sois là pour les protéger. Pendant toute leur vie, j'avais été leur tampon contre la réalité. J'avais absorbé les impacts financiers de leurs mauvaises décisions, apaisé leurs égos et maintenu la fiction de leurs compétences. En me retirant de l'équation, j'avais simplement permis à la réalité de s'affirmer enfin. Ils n'avaient pas seulement perdu leur banque, ils avaient perdu leur principal facilitateur. Sans moi, toute la structure pourrie qu'ils avaient construite s'est effondrée. Et je me tenais à l'écart, observant à une distance de sécurité, enfin en paix. Le calme dans ma voiture n'était plus l'absence d'effroi, mais la présence de la sérénité. J'étais désormais l'architecte de ma propre vie, et les fondations étaient solides. Des années ont passé maintenant. Lily est à l'université, étudiant pour devenir assistante sociale, un choix qui, je le sais, a été influencé par ce dont elle a été témoin. C'est une jeune femme forte, compatissante et farouchement indépendante, avec un sens inébranlable de sa propre valeur. Elle fixe des limites avec la facilité de quelqu'un à qui on a enseigné leur importance dès son plus jeune âge. Elle est tout ce que j'espère devenir quand je serai grande. Marc et moi sommes plus proches que jamais. Libérés du stress constant que ma famille créait, notre mariage a pu respirer et s'approfondir. Nous sommes de vrais partenaires, naviguant ensemble dans les vrais défis de la vie, une équipe fortifiée par la confiance et le respect mutuel. Ma vie est pleine, non pas de drame et d'obligations, mais d'amour authentique, de travail significatif et de la satisfaction tranquille d'une journée bien vécue. Je n'ai plus jamais eu de leurs nouvelles directement. La lettre de l'avocat a été le dernier mot. Par le biais du bouche, oreille familiale, j'entends des bribes. La maladie de mon père a miraculeusement disparu une fois qu'elle n'était plus financièrement utile. Ils luttent, passant d'un petit appartement à un autre, avec Léo toujours dans leur bagage. Ils racontent à quiconque veut bien l'écouter l'histoire de leur fille ingrate et sans cœur, qui les a abandonnés dans leurs moments de besoin. Certaines personnes pourraient même les croire. Mais cela n'a pas d'importance. Leur histoire n'a plus de pouvoir sur moi. C'est juste du bruit, qui se passe quelque part loin. Je pensais autrefois que les coupés de ma vie étaient la chose la plus dramatique, la plus brutale que j'aurais pu faire. J'ai lutté avec l'idée que c'était moi qui avais détruit ma famille. Mais j'ai fini par comprendre que je ne l'ai pas détruite. J'ai juste arrêté de soutenir la façade qui s'effritait. J'ai révélé ce qui était déjà brisé. La famille qu'ils voulaient, celle où j'étais une source silencieuse et souriante de fonds et de soutien sans fin, était une fiction qu'ils avaient créée. Mon seul crime a été de refuser de vivre plus longtemps dans leur monde fantastique. J'ai choisi la réalité. J'ai choisi mon mari. J'ai choisi ma fille. Je me suis choisie. La paix que j'ai dans ma vie aujourd'hui est le résultat direct de cette seule décision difficile et bouleversante. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Et c'était le plus beau cadeau que je me sois jamais offert. Ils ont essayé de construire leur avenir sur les fondations de ma ruine,
en utilisant mon amour comme principal outil de destruction. Alors je dois demander, et je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Après tous les mensonges, la conspiration et la volonté de sacrifier mon mariage et le bien, être de ma fille pour leur cupidité, ai-je été trop loin en les excluant complètement ou pas assez?